Un, deux, un, deux. Ok, c'est bon. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la dernière émission de 2020, donc petite émission spéciale avant d'arriver à 2021. Donc bonjour à tous. Je suis très ravi de vous avoir avec nous ce soir pour la dernière. Donc salut Kawel, salut Fraser, salut Yaz, salut Marc, salut The Be Real, salut Futalor. Ah oh, non, t'inquiète, le son est là, t'inquiète, c'est bon, normalement tout est bon. Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien déjà. Merci d'être présent dès le début, ça fait plaisir. Donc, on se retrouve comme d'habitude, donc avec Colin. Salut Colin, ça va? Salut, ça va? Bonjour à tous. Avec Flavien aussi, comme toujours. Salut, salut, salut à tout le monde. Et petite nouveauté, si vous avez vu sur les réseaux, donc sur Twitter et sur Instagram, un petit nouveau qui nous a rejoint, donc Étienne. Donc, salut Étienne. Bonsoir à tous. Donc, Ça va les gars? voilà, donc ça fait plaisir d'avoir Étienne avec nous, donc un quatrième chroniqueur, donc avec Colin et Flavien. Donc, vous pouvez accueillir Étienne comme il faut dans le chat. N'hésitez pas à lui dire dans le chat. Donc, Étienne, donc rédacteur du basket, c'est ça? Yes, c'est tout à fait ça, ouais. J'écris pour Bibasket et pour Ouest France aussi. Je suis correspondant local. En gros, c'est une personne en plus du journaliste qui s'occupe d'écrire des articles sur une équipe du coin. Donc moi, en l'occurrence, c'est les Béliers de Quimper, puisque j'habite à Quimper, donc l'équipe qui évolue en Pro B. Ok. Donc, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Donc, plutôt une bonne recrue pour l'émission. Donc, tu vas apporter tout ton savoir et toutes tes infos pour l'émission. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà. Donc, les présentations ont été faites. Donc, comme d'habitude, avec Colin, Flavien et maintenant Étienne. Donc maintenant, on est parti pour le sommaire. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière de French Talk de 2020. Let's go. On va commencer avec les news comme d'habitude avec les actus transferts et également les matchs annoncés pour janvier. On va enchaîner avec les résultats du Boxing Day qui nous a donné de très belles surprises. Ensuite, Flavien nous fera sa chronique du côté de la Pro B. Notre focus de la semaine nous interrogera sur la question suivante. Quels joueurs ont parfaitement réussi leur intégration en Jeep Elite en provenance de la Pro B? Puis, pour finir le moment que vous attendez tous avec notre invité Amadi Njai, lors de notre entretien et de notre jeu que vous aimez tous, le face-à-face. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission et de passer un très bon nouvel an. À l'année prochaine. Voilà un beau programme pour cette dernière de l'année. Donc, comme vous avez vu, toujours avec les news et toutes les chroniques que l'on connaît depuis 3 émissions. Donc, on est parti, on commence directement avec les news. Encore une, mais c'est complètement dingue. Donc, comme vous avez pu voir, on va commencer donc comme d'habitude avec les infos transferts de cette semaine. Donc, deux transferts dans deux clubs différents cette semaine qui s'est passé. Donc, comme vous pouvez voir à gauche, donc l'arrivée de Nicolas Rebic et Marquis Reed à Levallois, mais également de Romeo Trevis à Limoges. Donc là, on va d'abord se focaliser sur les arrivées à Levallois. On va commencer avec Nicolas Rebic, donc qui arrive directement de Monaco, donc qui était arrivé cette année, me semble. Donc un jeune joueur arrivé à Monaco, mais qui prend directement le train pour Levallois. Donc Nicolas Rebic qui est meneur. À Inter. Ah oui? Donc comme vous pouvez voir, il a 5,8 d'éval durant ces quelques matchs avec Monaco. Donc 5,8 d'éval avec 6,3 points, 1,3 passes décisives et 0,8 d'interception. Donc il sera la doublure de Warren. Donc, euh, donc voilà. Etienne, si toi t'as un petit mot à dire à propos de Rebic. Ouais, c'est ça. Alors je sais pas pourquoi t'as mis le Ah, logo de Levallois, mais j'ai dû faire il une arrive à erreur. Nanterre. Ouais, parce que ouais, donc il sera doublure de Warren à la place de Ouais. Dwight Bucks. Euh, Ouais, donc effectivement, je sais pas ouais, pourquoi j'ai mis le Valois, c'est vrai, effectivement, erreur de ma part, désolé.
c'est tout pardonné, t'inquiète pas. Et pour parler de ce joueur, on va dire qu'il a pas forcément réussi à faire à faire son trou, on va dire, à Monaco. Puis il est arrivé à la place de Kevin Carrington, le joueur qui est blessé. Mais au final, on voit que ça a pas fonctionné puisque c'est Zvedan Mitrovic cherche plutôt un go-to guy. Donc, comme on dit au foot, en général, c'est un mec qui met la tête là où les autres mettent les pieds. Euh, ils sont à la recherche d'un nouveau meneur aussi, Monaco, et il y avait le nom de Taylor Rochesty qui était à un moment pressenti, mais au final, il n'en sera rien. Il est parti en Israël, il me semble. Mais en tout cas, très bonne recrue pour Nanterre qui apporte de la densité à ses lignes extérieures. Ouais, donc, ouais, comme t'as dit. J'ai fait une erreur, donc il arrive à Nanterre donc pour être en doublure de Warren. Donc comme ça, Nanterre pourrait compter sur deux meneurs. Donc voilà, donc il avait fait quelques stats, on verra comment il va s'intégrer au jeu euh, au jeu nanterrien et on verra bien ce que ça va donner. Donc avec lui, donc là aussi je me suis trompé, donc Marquez Reed qui arrive, donc qui a joué à Rouen l'année dernière. Marcus Reed qui est arrière. Donc, comme vous pouvez voir, ses stats qui étaient de très très bonnes stats l'année dernière avec Rouen, donc 14,4 d'éval, 16,4 points avec 1,9 de passes décisives et 3,4 de rebonds. Donc Marcus Reed qui est arrière, donc qui a été recruté pour d'après le club donner de la rotation à Isaiah Cordigné, par exemple. Donc c'est vrai que Nanterre joue beaucoup de compétitions, donc ils ont besoin d'avoir une rotation de banc. Encore Etienne, je sais que tu as quelques infos sur ça. C'est clair. Après, enfin, on sait surtout qu'avec les soucis de Covid, le calendrier va être un petit peu plus rythmé avec beaucoup plus de rencontres. Donc le fait d'avoir une solution, une troisième solution, ça leur permet aussi d'avoir d'avoir une solution en plus, parce qu'on sait qu'en général derrière Cordigné c'était plutôt comment il s'appelle Florian Fortas, donc qui est un espoir qui jouait derrière, qui prenait quelques minutes. Il a été d'ailleurs assez convaincant, mais le souci c'est que s'ils veulent être compétitifs à la fois en JP Elite et en Eurocup, il leur fallait absolument un gars de plus, et là ils ont un profil qui est pur scoreur, donc je pense que ça peut être assez intéressant. On sait qu'il a fait ses preuves à Rouen la saison dernière, et là il est actuellement en Ukraine. Ok. Donc ouais, là, il y a Tom dans le chat qui dit de beaux renforts pour Nanterre qui ne pouvait pas se permettre de continuer avec le peu de rotation. C'est vrai que Nanterre, ils avaient peu de rotation, ils jouaient beaucoup de compétitions, donc il leur fallait une recrue, surtout avec le gros salaire de Dwight Bucks qui est parti. Il me semble qu'il y avait un très très gros salaire, Dwight Bucks. Donc ça leur a permis de recruter deux joueurs intéressants pour la rotation. Donc on verra bien ce que ça va donner dans le jeu. Et finalement, le troisième transfert, donc aussi intéressant ici, donc l'arrivée de Romeo Travis à Limoges. Donc Romeo Travis qui est très très bien connu, en Jeep Elite, donc qui a joué au Mans, notamment à l'année du titre, il me semble, en 2018. Il était très important dans l'effectif du Mans quand ils ont joué le titre en 2018. Ils l'ont gagné. Donc Romeo Travis intérieur. Donc là j'ai pris, il me semble, les stats de où il était au Mans. Je crois, il me semble que j'ai pris. Donc il était à 11,6 d'éval avec 11,3 points, 2,3 passes décisives et 4,5 rebonds. Donc ça peut toujours apporter du bon dans la raquette de Limoges. Après moi, je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi, petite question au niveau de son âge. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si Étienne, qu'est-ce que t'en penses toi au niveau de son âge? Il y a 36. Il y a 36, c'est ça, non? Ouais, 36 ou 37, je sais plus. Ouais. Après, on voit que, alors après, lui, c'est un petit peu différent puisqu'il est MVP des finales. Mais ce qu'on voit, c'est que les comebacks, on va dire, en JP Elite, en ce moment, c'est pas trop la fête. On a Dwight Bucks, qui est revenu, enfin, qui allait 36 dans ans, d'autres excuse-moi de clubs, te couper. ouais, Excuse-moi de te couper, 36 il y a ans, c'est ça, ouais. Tom qui dit 36 ans dans le chat. Yes. Bah ouais, c'est vrai que les retours en général n'ont pas été très très glorieux avec Dwight Bucks, Chris Horton et un autre dont j'oublie le prénom qui a pas été DJ Cooper. Ça fait trois anciens Ouais. MVP de la saison qui ont été qui ont eu un retour assez compliqué, même si pour Horton c'était pas un retour. Donc
va voir ce que c'est, si c'est la même chose pour un MVP des finales. Ouais, c'est pour ça, moi, c'est vraiment son âge. Je me pose la question comment il va être intégré au vu de son âge quand même, parce que 37 ans, il est quand même en fin de carrière. 36 Bah, ans et en fin de bon, carrière. après, Donc, ouais. 36 ans, 37 ans, ça reste quand même un garçon qui a de l'expérience à donner, hein. Ouais, Logiquement, c'est sur ce point-là que la clé de son intégration va être, hein. C'est pas forcément sur les performances sur le terrain, c'est plus comment il va pouvoir donner aux autres joueurs de l'image. ouais, effectivement, c'est pour ça que j'avais émis quelques questions sur son rôle, tout ça. Je pense qu'il va être plutôt là, comme le dit Tom, vraiment un joueur qui entrera en rotation avec un rôle précis, il faudra contribuer, ouais, exactement, c'est ça. Vraiment on va dire, quelqu'un qui apporte son expérience et je pense que Limoges en a fortement besoin. Donc, on est passé tout de suite à la deuxième news, donc de cette semaine. Elle n'a pas été mise sur le. Donc c'est pas grave. Elle n'a pas été mise sur le diapo. Donc je voulais rapidement parler des chiffres à la télé. Donc avant de passer donc le Bibasket, il me semble, c'est ça, hein, Étienne qui a mis les chiffres en avant. Donc avec 200 000 téléspectateurs en moyenne pour les matchs. Donc Ouais, je pense que ouais, donc c'est Bibasket, hein, il me semble. ouais, c'est ça. Après, c'est des chiffres qui venaient de Michel Mirand, donc qui est le directeur général de la LNB, il me semble, et qui Ouais. sont des chiffres plutôt intéressants. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres Colin ou Ah, Flavien. pour moi, je les trouve c'est vraiment bon pour le coup, ces chiffres. Je sais pas, pour moi, ça me paraît. Enfin, pour moi, pour l'instant, le pari de la LNB, un peu sur le tard, de choisir de mettre le basket de mettre le basket gratuit à la télé et d'en faire un produit où tu gagnes pas d'argent justement sur les droits télé. Moi, je trouve vraiment intéressant que en France, tu 200 000 personnes en moyenne sur les matchs de JP League, que ça monte à ces 400 000, je crois, la plus haute audience. Et Franchement, 400 000 franchement, c'est 400 000 lors du match Cholet-Dijon. Donc, franchement, ouais, 400 non, 000, mais c'est vraiment pas mal. c'est vraiment des bons chiffres et surtout dans une saison où bah, c'est compliqué, il y a pas beaucoup de matchs. Il y a pas beaucoup de. Enfin, c'est compliqué au niveau du calendrier, c'est compliqué pour beaucoup de monde. Et surtout, du coup, moi, je trouve que 200 000 de moyenne pour des matchs de Jeep Elite, en plus du fait que les matchs sont tous retransmis sur LNB TV, c'est vraiment, Ouais. vraiment cool. Voilà, d'ailleurs, je fais un petit rappel, donc pour ceux qui savent pas, donc il y a des matchs sur l'équipe, donc la 21, également Sport en France, donc sur vos décodeurs internet, et aussi tous les matchs comme l'a dit Flavien, donc sur LNB TV. Donc, vraiment une petite news qui fait plaisir. Donc essayez de ramener encore un maximum de monde, comme ça, on va peut-être espérer que le basket il reste comme ça en clair, c'est toujours intéressant. Et c'est sympa aussi Donc qu'il y ait du basket féminin. oui, oui, C'est sympa c'est aussi vrai. qu'il y ait du basket féminin parce que c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins, mais là, il va y avoir un basket Jean contre Bourges. Si je dis pas de bêtises sur l'équipe en début d'année, c'est top Ouais, c'est aussi, ça quoi. là. C'est, Le 9 janvier. Le 9 janvier à ouais. 16h45, donc les Landes contre Bourges, donc sur l'équipe aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir aussi du basket féminin à la télé. Donc voilà, donc je pense on en a fini avec les news. Donc voilà, des bonnes news cette semaine. Donc on va tout de suite passer au du Boxing Day. Oh my God! Oh my! Harlem Globetrotters! Champagne! Donc, comme vous pouvez savoir, on en a parlé la semaine dernière. Donc, il y a eu 4 matchs de Boxing Day. Donc, dans l'émission de Noël, on en a parlé la semaine dernière. Donc, 4 matchs qui sont passés sur 3 matchs qui sont passés sur l'équipe et un match qui n'est pas passé sur l'équipe. Donc, je crois que c'est Boulazac Monaco qui n'est pas passé sur l'équipe. Donc, comme la semaine dernière, on va faire le point de vue sur chaque match. Donc, comme on est 4, ça fait un match chacun. Donc, c'est impeccable. Mais avant ça, c'est l'heure du rendez-vous du top 5. Allez, c'est parti. On est parti pour le top 5 de cette semaine avec les matchs du Boxing Day. C'est parti! On commence à la 5ème place avec Bamford qui nous lâche un buzzer over a big guy. À la 4ème place, on retrouve Andjuzic avec un tir très difficile en déséquilibre.
Sur le podium à la 3e place, Holston qui nous lâche un buzzer beater à 3 points. À la 2e place, le jeune Boris qui nous lâche un 3 points du parking Steph Curry Gang. Puis à la 1re place cette semaine, un Valentin Bigot in fire avec un cross Homan. Donc voilà le petit top 5 de chaque semaine. Donc on fait attention de ne pas avoir le même que la LNB. Donc à chaque fois la LNB sort directement, je crois que c'est le lendemain. Il me semble que c'est le lendemain, il sort directement le top 5, mais bon, chaque semaine nous on va essayer d'avoir un différent pour pas reprendre exactement le même top 5. C'est pas ce que vous en avez pensé, Flavien, Etienne, Colin, top 5, plutôt pas mal cette semaine. Vas-y Flavien. Bah, le cross pour la première place de Valentin Bigot, indétrônable. C'est vrai. Indétrônable. C'est vrai qu'il est incroyable, c'est vrai. D'ailleurs, merci Tom, sympa le top 5, ça fait plaisir, merci, c'est super gentil de ta part. Donc, après ce top 5, on va commencer directement avec le premier match. Donc, c'est Colin qui va nous l'expliquer. Donc, Le Mans contre le Valo. Vas-y, Colin, c'est à toi. Oui, c'était le Mans-Boulogne au Mans. C'est le Mans qui vient s'imposer sur un score de 95 à 88 avec un match très serré pour moi où Boulogne est revenu plusieurs fois dans la partie. Mais le Mans a su garder de l'avance et se remettre dedans même quand Boulogne poussait. Du côté du Mans, il y a 3 bons joueurs qui se sont démarqués, avec Ovi Soko qui met quand même 22 points avec 6 rebonds, Valentin Bigot qui en met 22 avec un rebond et 5 passes, qui fait quand même un gros match, dont le cross qui vient se placer en première position du top 5. Mais c'est quand même Scott Bankford qui fait le meilleur match et qui va être élu MVP avec 19 points, avec un 6 sur 9 au tir et 6 rebonds, 8 passes décisives pour 30 d'évaluation en 32 minutes. Du côté de Boulogne-le-Valois, aucun joueur a dépassé la barre des 20 points, mais 4 joueurs sont quand même démarqués, comme Brown, 18 points, 4 passes et 5 rebonds. Il y a Guinat, 14 points, 6 rebonds et 2 passes. Et après, il y a quand même Konate et Michino qui marquent tous les deux 13 points. Mais cela n'a pas suffi aux Metropolitans d'arracher la victoire. Après, Boulogne était plutôt adroit, meilleur que Le Mans dans ce match, sauf qu'ils ont pêché au lancer franc, malheureusement, avec un 14 sur 23 au tir. Et pour moi, un 14 sur 23 au lancer franc, excusez-moi, et qui va faire la différence pour moi dans ce match. Et comme c'était la semaine dernière, le duel Michino-Bamford, c'est Bamford qui le remporte largement, hein, parce qu'il est quand même élu MVP, alors que Michino met que 13 points, il fait qu'un seul tir bon, après c'est normal, c'est pas trop son fort, mais que 2 passes à côté, et ce qui est vraiment très léger pour un joueur de ce niveau. Après, on peut féliciter Le Mans, qui fait quand même un gros match et qui vient gagner contre le premier du championnat, avec un magnifique maillot d'ailleurs, ils ont fait quand même un beau maillot pour les fêtes, et personnellement, je l'ai bien aimé, il était beau. Ça Avec, avait été plutôt pas mal. C'est vrai que Oui, en plus d'accord. c'était 100% recyclable, il me semble. Donc vraiment intéressant. Ah, ça, C'était par la contre, seule je sais équipe. pas. Ouais, Ouais, ils ont fait un maillot 100% recyclable, donc c'est la seule équipe qui avait fait ça. Je pense que ça pourrait, pourquoi pas dans les années à venir, s'ils continuent, avoir un maillot spécial de chaque équipe. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. ça Comme serait une ça bonne ferait un idée. petit maillot, ça serait un Ouais. petit maillot édition limitée. Vas-y, je te laisse continuer. Et après, quand même, ils viennent quand même gagner contre les premiers du championnat. Et du coup, Boulogne passe deuxième et laisse sa place au leader qui est maintenant Monaco, en gagnant à Boulazac. Et Le Mans passe huitième devant Nanterre. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter. Moi, j'ai vu comme c'était le match juste avant Gravelines, j'ai vu la fin du match. Il me semble que le Valois était devant. Et c'est vrai que Le Mans, il me semble qu'ils ont fait un comeback assez impressionnant en fin de match. Donc je pense que ouais, ils ont mérité leur victoire. Et c'est sûr que c'est une petite surprise. Quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, ah ok. Donc le Valois qui perd au Mans, c'est quand même. Mais bon, félicitations aux Mans qui se sont bien battus et qui sont bien remontés à la fin Ouais, du moi, match. notamment, je note citerai Ovi Soko, tu l'as cité, Colin. Moi, j'ai vu j'ai vu le match, mais franchement, le match d'Ovi Soko, surtout le dernier quart, j'ai plus le nombre de points en tête qu'il met. Je crois qu'il en met 13 de ses Il en met 22. 22 au Vissoko. Ouais, il en met 22, mais du coup, je crois qu'il en met 13 dans le dernier quart.
Et c'est vraiment pour le coup lui qui a amené son énergie et sa puissance pour remporter le match. Pas sûr que Le Mans aurait tenu aussi bien face à ce Levallois si Obiseko n'avait pas été à ce niveau en fin de match. C'est vrai que, comme je dis, dès le dernier quart, impressionnant dans les dernières. Donc, ça se- ça va. Le- Bon, je vais prendre le relais du coup parce qu'a priori il y a un souci de micro, donc on va combler. Bon, moi du coup normalement c'était Aurélien qui devait s'occuper de son équipe de cœur, le BCM, face à l'Asvel. Donc je vais essayer de prendre le relais comme je peux, même si c'est un match que où j'ai regardé quelques bribes uniquement. En tout cas, un match maîtrisé du début jusqu'à la fin de l'Asvel, avec Kershane Yabusele qui réalise un gros match, 16 points, 3 passes, 4 rebonds pour 21 d'évaluation. De toute manière, on s'attendait pas forcément à autre chose, je pense, avant le match qu'une victoire de l'Asvel. À noter quand même la belle performance de Lucas Bourris, qui était prêté l'année dernière à Blois. Je sais pas ce que vous en pensez, Flavien ou Colin, si vous avez pu voir le match. Ouais, moi j'ai vu le match. C'était un peu une boucherie honnêtement. Dès le départ, on a vu l'Asvel mitrailler à 3 points. Et justement la défense en zone du BCM vraiment vraiment vide complètement et qui a pris le bouillon. Le match a pas eu un grand intérêt sportif, honnêtement. L'écart a été fait assez vite de la part de l'Asvel. Comme tu le disais, c'est assez logique en vrai. Hein, c'était annoncé, on va dire, hein, que l'Asvel allait l'emporter. Mais tu le dis, Lucas Bourris qui a fait qui a eu quelques par sursaut en fait. Le BCM a montré des choses. C'était largement pas suffisant pour ne serait-ce qu'inquiéter l'Asvel, mais c'était une partie quand même assez sympa pour ce Boxing Day, effectivement. Vous m'entendez? On Ouais, on t'entend. t'entend, ouais, Aurélien. Ok, désolé. J'ai eu un petit problème de micro. Du coup, je sais pas ce que vous avez dit. Bah là, Je pense que vous avez. on a parlé un peu du match entre l'Asvel et le BCM, du coup. Expliquer un peu Ok. comment ça s'est passé. Et bah toi, qu'est-ce que toi, déjà aussi, toi, tu l'as vu, du coup, je suppose, Aurélien? Ouais, moi je l'ai vu. Ouais, j'ai vu le match. Donc, ouais, donc grosse victoire de l'Asvel. Donc, franchement, sans pitié. Donc, on l'avait dit justement la semaine dernière que bah, on avait dit que ça a presque été joué avec un grand Asvel et un BCM en difficulté. Donc, franchement, sur ce match, il n'y a rien à dire. L'Asvel a été beaucoup plus fort. Donc, franchement, ça s'est ressenti le manque d'un meneur. Le manque d'un meneur au BCM, ça s'est ressenti. Donc après, on a eu aussi un très beau duel dans le match avec Strazel et Lucas Boris. Donc c'est vraiment un beau duel dans ce match-là, surtout au dernier quart-temps. Il me semble les deux ont joué tous les deux en même temps et là ils nous ont fait un duel incroyable, notamment avec ce shoot de Boris de donc voilà, donc après moi ce qui a pêché donc c'est moi je sais pas, il y a que moi qui a vu le match mais le BCM a été en zone dès le départ en défense et franchement ça n'a pas marché avec contre l'Asvel. Franchement ça n'a pas du tout marché cette zone donc avec l'Asvel dès le début du match qui ont fait un festival à 3 points. Donc voilà. Euh, donc après, je sais pas, vous l'avez dit, donc avec Yabusele qui finit MVP de ce match, avec 21 déval, avec 16 points, 3 rebonds, 4 rebonds et 3 passes décisives. Donc franchement, sur ce match, j'avais rien à dire. L'Asvel a été juste au-dessus. Donc on espère que pour le BCM,
On espère que pour le PCM, ça va aller dans les semaines qui arrivent, mais je pense qu'ils peuvent pas encore rivaliser avec l'Asvel. Donc après, j'ai pas parlé du classement. Donc après ce match-là, donc l'Asvel qui confirme sa 5e place, il me semble, que c'était déjà 5e. Et le BCM qui perd une place, qui était 14e, et donc là maintenant qui est 15e sur 18. Non, après, on peut pas trop parler du classement parce que il n'y a pas tous les matchs de jouer. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au 3e match. Donc là c'est Flavien, il me semble. Donc c'est toi qui vas présenter. Donc vas-y Flavien, je te laisse présenter ton match entre Boulazac et Monaco. Yes, Boulazac Monaco, du coup, le seul match qui n'était pas sur l'équipe ce week-end. Une victoire de Monaco, je dirais, maîtrisée aussi. Le premier carton de Boulazac est vraiment bon, ou plutôt le premier carton de Monaco est pas bon. La défense côté Boulazac est vraiment solide. Et ça permet d'avoir des paniers faciles avec Benjamin Sen notamment qui permet de jouer rapidement vers le panier de Monaco. Mais pour moi, en fait, c'est juste que Monaco n'est pas rentré dans sa rencontre. Vraiment, on sentait vraiment Monaco complètement perdu, déjà offensivement, mais en défense aussi. Et finalement, ils sont qu'à 17, il y a 17-15 à la fin du premier quart-temps pour Boulazac. Donc, c'est pas beaucoup. Et c'est à partir du deuxième quart-temps où Monaco a enfin mis les pieds dans le plat et s'est mis à jouer au basket. Ils ont fait énormément de mal grâce à leur défense et du coup en transition, comme ils savent bien le faire depuis le début de l'année. Et concrètement, l'équipe de Boulazac, elle a tenu. Elle a quand même tenu pas mal. Mais on sentait que Monaco était monté d'un cran et que c'était vraiment un cran au-dessus par rapport à Boulazac. Il y a moins 6 à la pause. Boulazac est mené de 6 points à la mi-temps. C'est bien payé. Franchement, c'est bien payé. Et derrière, dans le troisième quart-temps, il y a Marcos Knight et Eddie Bost qui mettent Monaco vraiment sur de très très bons rails. Dès la reprise, l'écart qui va monter, je crois, à 19 points. 19 points d'écart, du coup, en avantage de Monaco. Puis, on a eu un quatrième quart-temps, vraiment, je sais pas si dans le chat, vous l'avez vu, dites-le nous. Un quatrième quart-temps assez moche. Je crois qu'il finit à 12-13 pour Boulazac, où rien ne rentre. Les défenses sont pas excessivement bonnes, mais justement, en attaque, on trouve pas les bonnes solutions pour marquer. Ça manque beaucoup d'adresse. C'est vraiment pas beau à voir. Et Boulazac qui revient petit à petit, mais ça n'a pas été suffisant. Du côté des stats, on a du côté de Boulazac 2 joueurs à 18 points que sont John Flowers et Aaron Best. Aaron Best surtout qui met 18 points avec seulement 7 tirs et 8 lancers francs. Donc deux bonnes prestations. La meilleure rival du côté de Boulazac, c'est Owen Klassen avec ses 16 dévals, 11 points, 5 rebonds et 3 passes. Puis du côté de Monaco, on a beaucoup de joueurs. Alors nous, en MVP, on a mis Willis. On a mis Darrell Willis, mais en fait, on a trois joueurs à 13 d'évaluation que sont Damien Gliss, qui n'a pas raté un tir de la rencontre, qui a vraiment été super propre et qui a été récolté pas mal de fautes dans la raquette adverse avec 5 fautes provoquées. Et on a aussi, du coup, Marcos Knight, je le citais tout à l'heure, qui a eu une crise d'adresse à un moment, mais pas sur tout le match parce qu'il finit à 4 sur 15. Mais une performance de Monaco plutôt propre, qui a suffi, on va dire, contre cette équipe de Boulazac qui n'a pas gagné un seul match cette saison, qui est toujours dernière du classement. Ça va pas changer. Et Monaco qui, grâce à la défaite de Levallois, passe à la première place du classement. Ok, donc c'est vrai que moi je l'ai pas vu ce match-là, donc il était 15 minutes juste avant le dernier match que TN va nous présenter, donc j'ai pas du tout vu ce match, mais bon, c'est vrai que ça me paraissait logique que Monaco gagne, mais c'est vrai que j'ai regardé le résumé, comme là vous pouvez voir sur le live, et c'est vrai que j'ai trouvé que Boulazac a quand même fait des bonnes armes, mais bon, ça n'a pas suffi, c'est sûr, contre l'Armada de Monaco, mais bon, je pense que Boulazac va avoir du mal cette saison. Ouais, moi j'en parlais un peu la semaine dernière. Je disais que si Boulazac arrivait à tenir dès les premiers instants de la rencontre, ce serait intéressant et on aurait un match un peu serré. Ça a plus ou moins été le cas parce que depuis le début de saison, c'est une équipe qui craque souvent en début de match. Là, ça a pas du tout été le cas sur la rencontre. Et franchement, ils ont été vraiment intéressants. Ils ont vraiment été intéressants contre un gros calibre, on va dire, de la Jeep Elite.
Et c'est du mieux. Vraiment, pour le coup, ils ont vraiment joué un basket solide. Et même s'il y a la défaite au bout, je pense qu'ils n'ont pas à rougir du revers. Ouais, effectivement. Donc voilà, donc Monaco qui va gagner sur le terrain de Boulazac. Et donc on va enchaîner directement donc, avec le dernier match, donc présenté par Étienne. Vas-y, je te laisse expliquer ce match. Tu l'as vu. Alors oui, bah du coup le dernier match c'était peut-être à mon goût en tout cas c'était le plus gros choc de la journée. Donc actuellement au niveau du classement, d'un côté on a Dijon qui est maintenant troisième du championnat avec un bilan de 7 victoires et 2 défaites. Et Bourg-en-Bresse qui est quatrième du championnat avec un bilan de 5 victoires et 2 défaites. Bon clairement c'était une belle entame pour Dijon avec un premier carton mené de main de maître 25-12. Au final, on finit avec un score de 80 à 71, 9 points d'écart, mais c'est surtout parce que Dijon a joué plus tranquille, on va dire, en fin de match. Au niveau du MVP, on a donné Hans Van Winge, le Belge qui termine le match avec 21 points, 5 rebonds, 2 inters et pour 22 dévals. À noter aussi la performance, et puis ça c'est aussi la philosophie de Laurent Leniam. C'est un jeu très très collectif avec ces deux chefs d'orchestre, avec Axel Julien qui termine à 8 passes et Holston à 6. De l'autre côté, c'est un petit peu moins glorieux. Clairement, au niveau du pas court de Bourg-en-Bresse, puisque Kadim Allen, qui est censé être la grosse recrue, ancien joueur de New York notamment, il marque 2 points en 18 minutes. Et clairement, ça ressemble de plus en plus à un très très gros flop, son arrivée. Et Zach Peacock et Daniel Andouzic, qui sont un peu les cadres de l'équipe, étaient un petit peu en difficulté. Moi, une stat qui m'a très très intéressé, qui pour moi est un peu sous-estimée, on en parle un petit peu plus en NBA, mais pas assez en GP Elite parce que je trouve qu'elle est assez intéressante. C'est l'impact incroyable d'Alexandre Chassang qui, comme d'habitude, et puis depuis le début de la saison, fait des matchs toujours impeccables. Il termine le match avec un plus-minus de plus 25, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, l'équipe mène de 25 points. Si on enlève les moments où il part du terrain, on aurait fini à un score de plus 25 pour Dijon. Seul regret peut-être, c'est que avec une avance de 23 points 10 minutes de la fin, Laurent, il ne fait pas tourner un peu plus les jeunes. On sait qu'il y a Antoine Rogeski et Romain Ducote qui sont tous les deux comment on appelle ça, qui jouent avec les espoirs. Et là, ils n'ont pas eu leur chance, ils ont joué 0 minutes. Et pour terminer, c'est une très belle saison qu'est en train de réaliser la JD à Blois sur la lancée de ce qu'ils avaient fait l'année dernière et leur trophée à la Leaders Cup. Juste un petit bémol en cas de potentiel playoff. C'est un effectif qui est pas très épais avec seulement 9 joueurs pro et 2 espoirs. Donc, si on arrive à un moment à des playoffs avec trois matchs par série, est-ce que ça va pas être un peu juste pour essayer d'aller chercher le titre face à une équipe, par exemple, comme l'Asvel, qui a un effectif assez conséquent avec une quinzaine de joueurs compétitifs. Voilà. C'est vrai que ta remarque est intéressante. C'est vrai que on parle souvent des équipes qui ont beaucoup de joueurs, mais c'est vrai que Dijon a pas beaucoup de profondeur de banc, surtout qu'ils jouent aussi plusieurs compétitions. Donc on va voir si, comme Nanterre, ils arrivent à se renforcer. Mais je sais pas s'il y a des rumeurs là-dessus, justement, qui est à Bibasket. Je sais pas si je crois pas, j'ai rien entendu de rumeurs pour des arrivées à Dijon. Donc, concernant les arrivées à Dijon, non, il y a rien qui est prévu. Après, je sais pas du tout je sais même pas si c'est dans les placards, enfin dans les Ouais. tuyaux plutôt. Euh, Après, a priori, ça serait plutôt des joueurs français puisqu'on sait que Laurent Leniam préfère une équipe avec un peu plus de JSL dans son équipe. Après, c'est une période tellement particulière que financièrement, est-ce que la JDA va mettre des sous sur des joueurs alors qu'ils savent pas s'ils pourront aller au bout de l'année? Ça reste toujours le problème, je pense, numéro un de cette saison. Et en plus, tout à l'heure, tu citais, Étienne, pour les playoffs, la profondeur de banc pour les playoffs, mais encore faut-il qu'on puisse jouer justement ces playoffs en fin de saison. C'est vrai. Hum, Voilà, merci Étienne pour ton premier résumé de match. Merci beaucoup à toi, c'était bien. Donc voilà, donc on a eu donc les 4 matchs. Donc on va passer vite fait au classement suite à ces matchs.
Donc, comme vous pouvez voir, donc, le Valois qui perd sa première place au dépend de Monaco. Donc, Dijon qui suit, avec Port-en-Bresse derrière et l'Asvel 5e. Donc, vraiment un top 5. Je pense que ça va se jouer entre ces 5-là cette année. Donc, dans le milieu du tableau, on retrouve donc Limoges, Portel, Le Mans, Nanterre, Strasbourg. Et donc, vers le bas, donc, comme on en a dit, Boulazac dernier, donc avec 5 matchs joués, 5 défaites. On espère que Boulazac et notamment avec Benjamin Sen qui était notre invité la semaine dernière, donc on espère que ça va aller mieux pour lui. Avec Chalon-Reims aussi, Chalon-sur-Saône et Gravelines. Donc on verra bien comment ça se fera dans les matchs de janvier. Donc voilà, on va directement passer à la chronique de Flavien avec du côté de la Pro. Voilà Fabien, donc c'est à toi, c'est ta chronique, une petite chronique cette semaine, donc je t'en prie. Ouais, À toi. ouais, bah, petite chronique parce que pas de rencontre depuis la dernière émission, mais une grosse news quand même qui est tombée il y a 2 jours. C'est que le PB86, le Poitiers Basket, a limogé son entraîneur Jérôme Navier ainsi que son assistant Antoine Brault. Alors, l'intérim sera fait par Andrew Thornton Jones, qui était aussi adjoint de Jérôme Navier, qui est le coach de l'équipe réserve. Voilà, bah on en parlait un peu la semaine dernière en disant que le coach de Poitiers voulait refaire son effectif en janvier avec des départs et des arrivées. Et bah lui, ça a été le premier, on va dire, fusible à sauter, et c'est souvent le plus simple aussi. C'est l'entraîneur qui part le premier. Donc, pour refaire un peu le bilan du coup de Jérôme Navier à la tête de Poitiers, on a un entraîneur qui n'a gagné que 2 matchs sur les 20 qu'il a eu à disputer en étant l'entraîneur de Poitiers. Il y a eu une seule victoire en championnat, c'était contre Grise Oberhofen quelques semaines après sa prise de fonction, et une autre en Coupe de France contre Chaland, c'était en septembre. Les Chaland qui joue en National 1, donc je peux vous dire qu'on a quand même un bilan qui est vraiment faible. 18 défaites. Alors l'année dernière, Poitiers est vraiment dans une sale situation. On le disait, dernier de Pro B avec 4 défaites et 0 victoire. L'année dernière, ils étaient déjà le dernier du championnat avec seulement 2 victoires. Ils avaient battu Paris en début de saison et donc Grise Oberhofen en janvier. Ils étaient à 2 victoires et 21 défaites en 23 matchs. Donc ça montre un peu le niveau de cette équipe et la profondeur dans laquelle ils sont. Ça devient vraiment vraiment compliqué. C'est un peu, en gros, c'est la deuxième tentative en gros de Poitiers en un an de faire changer les choses, pardon, parce ils ont déjà changé leur président cet été au mois de juin avec l'élection d'une nouvelle personne qui s'appelle Louis Bordonneau. Donc, enfin, à tous les étages, ça change un peu. C'est un club qui est dans une grosse difficulté déjà sportive et qui va l'être de plus en plus. Je vois très très peu comment cette équipe pourrait déjà ne serait-ce qu'accrocher un 16e ou 15e spot à la fin de la saison. On a une équipe qui en plus du coup, c'est tombé tout à l'heure, qui a limogé un nouveau joueur qui s'appelle Christopher McKnight, qui est arrivé il y a seulement quelques mois et qui a vraiment déçu du côté de Poitiers. Donc, enfin, c'est vraiment le bazar. Je sais qu'on en parlait avec Étienne un peu en début de semaine. On voit vraiment pas cette équipe se relever. Et c'est à la fin de la saison 2021-2022, il y a une nouvelle salle qui va être créée du côté de Poitiers, la Futuroscope Arena, qui va proposer 4000 places en formation basket pour le club de Poitiers. Et ben, va falloir les remplir ces 4000 places. Et vu comment cette équipe de Poitiers est partie pour aller en N1, c'est vraiment pas gagné que ce club limite. On parle là plus de survie de club plutôt que de simplement résultats sportifs. Je sais pas, vous, si vous avez Étienne, si t'as quelque chose à dire sur. Étienne, il me semble qu'il a quelques infos. Ouais. Alors, du coup, pour concernant le président, pour apporter une petite précision, en fait, c'était Louis Bourdonneau qui était là avant, mais il a été remplacé cet été par un quatuor de présidents. Ouais, c'est ça, t'as raison. Donc quatre coprésidents. Et au niveau de l'effectif, pour les avoir vus jouer contre Quimper en Leaders Cup, c'est vrai que en soi le 5 de départ est pas si mauvais. Enfin, c'est vrai qu'il est un peu en dessous des grosses équipes, c'est clair. Et par rapport à une équipe comme Aix-Maurienne, c'est vrai qu'on est à peu près pareil.
mais c'est surtout pour moi le banc qui pêche, avec Jim Zemmour qui a pas si longtemps joué avec la réserve, Thomas Pro qui jouait en N1 l'année dernière mais qui a connu une saison compliquée avec Besançon. On a aussi Clément Desmond qui joue aussi, qui fait le doublon avec la N2. Et c'est vrai que du coup, là les titulaires sont pas non plus exceptionnels. Je pense qu'ils pourraient donner bien mieux. Après les solutions aujourd'hui, c'est le changement d'entraîneur, c'est pour moi plutôt une bonne solution puisque Jérôme Navy avait pas l'air d'être peut-être l'homme de la situation. À voir ce qu'ils veulent faire. Moi, je serais plutôt partisan pour garder l'entraîneur adjoint actuel, qui a fait du super taf avec la Nationale 2 en la faisant monter de National 3 à National 2. Et voilà à peu près sur ce que je sais. Après, au niveau de son remplaçant, on peut imaginer plein de choses. Hein. On peut imaginer un retour de Rudy Nelo, même si ça me paraît tellement impossible. Un retour de Grégory Thielin, qui était entraîneur en 2007, et qui était pendant 12 ans à La Rochelle et qui est actuellement sans club. Et il y avait eu aussi des contacts avec Laurent Pluvier à l'époque où Rudy Nellum avait été viré, donc ancien coach de Rouen. Mais au final, ça s'était pas fait. Donc je vais pas dire le mot parce que il faut pas dire des grossièretés sur Twitch, mais c'est un peu n'importe quoi et voilà. Bah, tu citais Aix-Maurienne, d'ailleurs, ça va être le prochain match de Poitiers en déplacement là-bas, dans 10 jours. Ce qui clairement va être un tournant aussi de leur saison, hein, voir si cet effectif est capable de redresser la tête avec les changements qui ont été faits maintenant, ou s'ils vont lâcher concrètement, parce qu'après le deuxième match qui est prévu pour l'instant, c'est la réception de Nantes. Et la dernière fois qu'ils ont reçu un gros, Poitiers, ça a donné quand même la fin de l'ère Navier à Poitiers avec la lourde défaite contre Fos. Hein. C'est clairement ça qui a tout fait péter du côté de Poitiers. C'est vraiment un match où de A à Z ils ont été dominés, quoi. Après aussi, c'est une mauvaise, c'est catastrophique depuis plusieurs saisons, que ce soit au niveau sur le terrain, mais aussi hors du terrain. On va dire que c'est un petit peu compliqué en interne a priori. Quand on voit que par exemple le président est viré et qu'on nomme à la place 4 coprésidents, c'est vrai que c'est un petit peu étrange comme démarche. Mais il y a peut-être un souci de gouvernance et puis Navier, peut-être que aussi il avait demandé tel ou tel joueur et on lui a pas donné. Enfin, c'est peut-être pas lui aussi il est la victime, mais est-ce que c'est vraiment lui le coupable? C'est la question. Non, sûrement. Enfin, à mon avis, il y a plusieurs coupables et on va dire qu'il est qu'une conséquence en fait, qu'il a pas Ouais. peut-être pu développer ce qu'il voulait, parce que la situation du club fait que c'est trop compliqué à Poitiers de développer quelque chose depuis plusieurs saisons. Voilà, quand tu gagnes 2 matchs en 1 an et demi en championnat, ça montre généralement pas de très très bonnes choses. Voilà, je pense que au niveau de la Pro B, Ouais, je on est pense. bon. On va retrouver après le championnat dans une dizaine de jours, le 9 janvier, ça va reprendre tranquillement. Ok, bon, on pourra revenir dessus prochainement dans les prochaines émissions, donc tu en reparleras, Flavien, prochainement. Donc encore une chronique intéressante en Pro B où on apprend des choses. C'est toujours un plaisir d'apprendre des choses, surtout avec l'arrivée d'Etienne là, qui propose encore d'autres contenus, donc ça fait plaisir d'avoir encore de la Pro B. Donc merci Flavien, et puis bah on passe tout de suite au focus de la semaine. Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible ce match! Il est fou furieux! Donc voilà, donc le focus de la semaine, comme vous le savez, donc chaque semaine on aura une grosse question, donc on va y répondre chaque semaine. Personnellement, on va débattre tout ça, et surtout vos avis. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous dire vos avis si vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord avec nous. Cette semaine, on aura donc la question quels joueurs ont réussi leur adaptation en Deep Elite après la Pro B. Chaque chroniqueur va donner 2 joueurs, sauf pour Colin qui en a qu'un. Donc on va s'expliquer, on va débattre. Donc on va tout de suite commencer, il me semble, c'est avec les joueurs de toi, Flavien. Donc c'est parti, donc c'est avec ton premier joueur. Ouais, mon premier joueur, du coup, j'ai choisi 2 joueurs. Le premier, c'est Williams Naras, qui joue au Mans. Donc, c'est un ailier fort de 23 ans, c'est un Camerounais, pardon, qui est arrivé cet été au Mans. C'est un garçon qui a commencé son parcours professionnel à Douala, au Cameroun,
et qui ensuite a passé 6 ans à Nancy. Donc il a commencé avec les espoirs, il a joué en Pro A un petit peu, quelques matchs, et puis en Pro B depuis 3 saisons. Et après la saison dernière, il a décidé de quitter enfin l'antichambre de la Jeep Elite pour la rejoindre en allant au MSB. C'est un garçon l'année dernière qui en 14 matchs et 10 titularisations, pardon, valait 10,6 points à 49% au tir, 6,8 rebonds, 1,8 passes, 1,6 interceptions, 0,6 contre et 3 fautes provoquées pour 14 dévals. Donc c'est un joueur qui a marqué concrètement le championnat de Pro B l'année dernière dans une équipe de Nancy qui jouait les grosses têtes. Et cette année, du coup, il a décidé de quitter la Pro B. Le Mans l'a récupéré cet été. Et là, sur les 6 premiers matchs, il a été titulaire 5 fois. Et pour des stats qui sont globalement très très bonnes, hein, qui sont même quasiment les mêmes qu'il avait l'an dernier, avec 9 points de moyenne à 52% au tir, 49% à 3 points et 59 au lancer. C'est son péché mignon, avec quasiment 5 rebonds, un peu plus d'une passe, quasiment une interception, 0,3 contre, 2 fautes provoquées et 10 dévals. Un garçon qui, sur ses premiers matchs en Jeep Elite, montre de très belles choses dans une équipe qui a eu des soucis de calendrier du côté du Mans. Et ben, il arrive à faire son trou. Et c'est vraiment assez intéressant de sa part. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur son cas, messieurs, ou on peut passer au deuxième joueur. Moi, c'est vrai que Williams, je l'avais vu l'année dernière donc à Nancy. Ouais. Je l'avais déjà vu jouer. C'est vrai que c'est quelqu'un de très explosif. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, Ah oui, non, bien sûr, hein, c'est quelqu'un qui est monté sur le ressort. Hein. Donc franchement sur ça, je m'en doutais il allait éclater cette année. Donc franchement, ça m'étonne même pas que tout va bien pour lui au Mans. Donc on espère que tout ira mieux pour lui. Je sais pas, Etienne, c'était un truc à dire aussi. Bah ouais, enfin en tout cas super joueur. J'avais eu l'occasion de discuter avec lui, super état d'esprit, et il avait vraiment accroché avec le projet en tout cas d'Aléric Delors. En fin de match, on en a parlé aussi dans le récap, mais je trouve plutôt une bonne fin de match en apportant vachement d'explosivité comme vous avez dit. Et le fait d'être donc l'avantage c'est qu'il a le statut JFL, donc pour être recruté par des équipes c'est plus facile. Et ce qui est bien aussi c'est que malgré le fait qu'il a passé quand même 6 ans dans une sorte de cocon à Nancy, il a réussi à s'adapter hyper vite à un nouvel environnement, donc ça franchement chapeau. Ouais, bah après, il a que 23 ans, hein, donc 6 ans, c'est vraiment. À 23 ans, on sort encore de sa formation à peine pour devenir le joueur qu'on peut être. Et là, Williams, ce qu'il fait depuis qu'il arrive au Mans, c'est du niveau qu'il espérait, je pense, avoir en partant de Nancy et de la Pro B. Ok, donc moi ce que je te propose c'est de passer directement à ton deuxième Ouais, joueur. on passe au deuxième joueur. Deuxième joueur, alors là, on parle pas du tout d'un JFL. Pour le coup, on va parler de Ronald March, l'ailier de 27 ans qui joue à Rouen cette année. Alors c'est un parcours il a un parcours assez atypique, Ronald, parce il a pas joué en NCAA aux États-Unis, il a joué en NAIA, qui est une autre association de sportive en fait, comme la NCAA aux États-Unis. Il a joué en Inde, il a joué en deuxième division au Luxembourg, avant d'exploser complètement dans le championnat suisse en 2018-2019. Il était le meilleur marqueur du championnat, avec 21 points par match. Et puis du coup, il avait tapé dans l'œil d'Aix-Maurienne la saison passée. Et il a tapé dans l'œil de la Pro B totalement, parce qu'il sort une saison absolument, vraiment, vraiment concrète, avec 16 points de moyenne à 43% au tir, 5 rebonds, 2,3 passes, 2 interceptions, 3 fautes provoquées pour 15 dévals avec seulement 30 minutes par match. Franchement, donc un profil très très intéressant dans une équipe d'Aix-Maurienne qui a développé, je trouve, un basket plutôt fabuleux. Et du coup, il est arrivé en juillet, pardon, à Rouen. Jean-Denis Choulet lui avait proposé un contrat avec une période d'essai. Donc, il avait une période d'essai jusqu'au 31 août pour voir s'il allait faire l'affaire. Et c'est un joueur qui a vraiment fait l'affaire. Justement, en décembre, Jean-Denis Choulet, après un match, disait que c'était le meneur. Je crois que c'était après le match contre Dijon. Il disait que c'était le meilleur, c'était le profil offensif de son équipe, le numéro 1, l'option numéro 1
Après, parce qu'il y avait des soucis aussi dans les rotations de Rouen, mais c'est un garçon qui déçoit pas du tout et qui, cette saison, en 6 matchs, tourne à 14 points de moyenne, 4 rebonds, quasiment 3 passes, une interception, un contre, 4 fautes provoquées pour 10 dévals. Franchement, plutôt propre et agréablement surpris par son niveau. Lui qui a 27 ans, on pouvait se douter peut-être d'un peut-être d'un palier qu'il n'arriverait pas à passer et qui pour l'instant arrive facilement à passer. C'est vrai que Ronald il était venu à Gravelines et il avait pas fait un très très bon match, mais ça va encore. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement donc à Colin, ton joueur. Donc toi, ton Colin, vas-y. Bah, moi, j'ai Isaiah Cordigné, qui est le capitaine de l'équipe de Nanterre, déjà je crois, de cette saison ou depuis l'année dernière, je sais plus. C'est un arrière de 24 ans qui a joué en espoir à Antibes, puis après qui a fait 2 saisons en Pro B, toujours à Antibes, où ses stats qui étaient en moyenne tournaient à 10,6 points par match avec 3,9 rebonds et 2,2 passes décisives en 29 matchs joués, avec 11,3 dévals en 25 minutes, qui est plutôt assez bien. Après, il a été transféré à Nanterre, pour 2 saisons, où bah, là, où il a joué du coup la saison dernière avec des stats, excusez-moi, de 14,4 points, 4,7 rebonds et 2,7 passes d'ess pour 24 matchs, avec 16,2 dévals en 30 minutes. Et cette saison, il tourne déjà en moyenne avec 13,3 points par match, 5,8 rebonds et 2,2 passes d'ess, pour que 6 matchs joués avec 18,3 dévals en 31 minutes, qui est vraiment bien. On voit une grosse évolution de sa part. Et il a déjà aussi une carrière déjà chargée, car il a été au All-Star Game de 2019 et 2020, enfin de cette année. Et il a joué aussi en Leaders Cup. Donc pour moi, Isaac Cordigné s'est bien adapté à ce championnat et en est un joueur majeur qui évolue d'année en année. C'est aussi un très bon shooter, comme on a pu le voir sur les matchs, et un très très gros dunker. Et je pense qu'il n'a pas fini de nous faire rêver cette année et pour les années à venir. Ouais, donc c'est vrai, je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai que Cordigné, il a quand même pris une part importante dans le championnat, donc c'est vrai que je pense qu'il va rebondir encore plus dans le championnat, donc ça va être intéressant de le voir progresser encore plus et toujours. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on va directement avec les joueurs de Étienne. Donc vas-y, Étienne, je te présente ton premier joueur que tu as choisi. Ouais, bah, je vais essayer de faire assez rapide, comme ça va nous permettre d'enchaîner assez vite avec Amadi qui va arriver avec nous dans quelques instants. Donc, je vais vous parler de Shima Moneke. Je pense que c'est un des joueurs que vous avez, dont on parle beaucoup en ce moment parce que c'est un joueur qui est assez impressionnant au niveau, enfin, il est hyper athlétique et puis surtout très dynamique, toujours le sourire. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle qu'il soit dans notre championnat. La saison dernière, il évoluait à Quimper. Il tournait à 15,8, 15,8, 6,8 rebonds et un contre de moyenne. Euh, il joue à peu près 20 minutes l'année dernière. Attendez, je regarde ça. Et cette année, il tourne à 4,2 points, 6,2 rebonds et il joue beaucoup plus, 27,6 minutes pour un total de 18,4 d'évaluation. Donc en fait, il a pratiquement la même évaluation que la saison dernière, alors qu'il vient quand même de monter d'une division, donc c'est assez fou. Pour faire un peu de storytelling autour de lui et vous raconter un peu son histoire. Donc c'est un joueur qui jouait à UC Davis en NCAA et qui a été viré de sa fac pour des soucis a priori de comportement. Puis il est arrivé il est arrivé à Rouen sous les ordres d'Alexandre Ménard. Puis au bout de quelques matchs, il a été coupé par Rouen puisque apparemment c'était pas le style de joueur que souhaitait comment il s'appelle Alexandre Ménard, le coach de Rouen. Donc il est arrivé en tant que pigiste médical à Denain où il a fait une très très bonne saison. Il aurait dû repartir jouer en Australie, donc à savoir qu'il est australo-nigérian, mais finalement il va rester en France pour des soucis administratifs. Et à Quimper, pour la petite histoire, il est arrivé seulement à 2 ou 3 jours de la reprise la saison dernière, parce qu'en fait, pour des soucis de visa, il avait dans un premier temps, en fait, il avait rempli un visa touristique alors qu'il fallait qu'il remplisse un visa de travail. Donc ça c'était
c'est un peu moins pratique. Et puis première sélection en sélection nigérienne il y a quelques semaines, où il peut clairement viser une place pour les Jeux Olympiques 2021, mais une blessure à l'épaule l'a empêché d'honorer sa première sélection. Il avait dit qu'il était forcément assez déçu parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et je sais pas si j'enchaîne directement avec Sylvain Francisco. Ouais, vas-y, tu peux enchaîner. Ouais. Ça c'est un joueur que Flavien connaît bien puisqu'il joue à Paris la saison dernière et maintenant il est à Roanne. Donc pour sa carrière, il a fait enfin il était au lycée et à la fac aux États-Unis, du côté de la Floride. Et ensuite il a débarqué à Levallois en espoir. Il a fait une super prestation. Enfin ça a permis de le connaître notamment au concours de dunk du All-Star Game. Et puis quand il arrive en début de saison à Levallois après sa très bonne saison en espoir, on lui annonce qu'il serait normalement numéro 2, enfin meneur numéro 2. Et a priori, la promesse n'était pas tenue à l'époque puisque David Michino et Rocco Leni Ukic ont été recrutés à ce moment-là. Donc, il a boycotté l'entraînement et au final, il a été coupé avant de trouver refuge au Paris Basket pendant 2 saisons. Et franchement, c'est une super recrue pour One puisqu'il rentre complètement dans le style de coaching de Jean-Denis Choulet, qui est un très très grand fan d'un meneur de jeu assez petit, surtout rapide et avec un bon handle. Et là, c'est parfaitement le style. Et au niveau des statistiques, il est bien meilleur au tir cette année avec 45,5% de réussite au tir contre 38,5 l'année dernière. Et il apporte aussi beaucoup dans le jeu. Il tourne à 13,5 d'évaluation contre 13,7 l'année dernière. Donc en jouant 32 minutes, c'est vraiment une excellente recrue. Et puis moi j'aime beaucoup ce joueur qui est ultra intéressant à voir jouer. Bah, t'as deux très très bons joueurs, donc c'est vrai qu'on les verra aussi progresser cette année. Et donc moi je vais proposer aussi mes joueurs à moi. Donc moi j'ai commencé directement avec Romuald Morancy, donc qui vient d'arriver au BCM cette année, donc en provenance d'Antibes. Donc comme vous pouvez voir en ce moment, cette année il a 11,1 d'éval, 7 points, 5,9 rebonds et 1,4 de passe D. Donc il est allé chercher sa place dans le 5 au BCM. Il est très très bon. Il a une bonne attaque de l'anneau. Il est spectaculaire. Il fait des bonnes choses dans le jeu. Il a aussi un très très bon shoot à 3 points. Donc il est complet. Donc il fait un très 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 bon début avec le BCM, malgré que, que pour l'équipe ça va pas tellement. Mais je pense que Romuald a complètement gagné sa place dans le 5. Et je pense qu'on verra si ça continue. Donc Romuald, très très bonne recrue pour le BCM. Et donc j'enchaîne très rapidement aussi donc avec l'autre joueur qui est revenu au BCM, donc avec Lucas Boris qui était à Blois l'année dernière. Donc qui a un peu plus de mal, donc avec 3 dévals, 5,3, un rebond et 1,7 de passes décisives, donc avec un peu plus de mal, mais qui en ce moment a comment dire, qui a un peu plus de temps de jeu, parce que bien sûr on attend Weber. Mais sinon, son dernier match contre l'Asvel, donc on peut voir notamment avec sa place dans le top 5, sa deuxième place avec son shoot, mais il finit au marqueur de l'équipe du BCM avec 13 points, 2 rebonds et 2 assists. Donc il est en progrès, c'est sûr. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit jeune comme ça qui découvre et qui, je pense il peut gagner sa place, et surtout avec l'arrivée de Weber. Donc il va avoir moins de temps de jeu, mais il va apprendre de Weber et je pense que ça peut être un bon truc pour lui. Donc voilà, à suivre aussi Lucas Borus au BCM. Voilà. Donc on va maintenant, donc le moment que vous attendez tous, je pense, avec Amadi. Donc on est parti tout de suite avec l'entretien avec Amadi Ndiaye. Pas encore. Il y retourne. Oh, Hop, on va le faire venir. Hop. Est-ce qu'il nous entend? Amadi, est-ce qu'on t'entend? Ouais, Oh, oui, on t'entend. Salut. là je t'entends bien. Ouais, Salut. Impeccable. salut. Salut Amadi. Salut. J'espère Salut. j'espère que tu vas bien. Ah, ça va très bien, merci. Donc merci à toi d'avoir de venir sur l'émission. Donc c'est vraiment sympa de ta part. Pas de problème, c'est mon plaisir. Comme je t'avais expliqué, donc on va te poser quelques petites questions. Donc 10 questions en total, et puis après Ok. on va faire un petit jeu ensemble pour finir l'émission. Donc voilà, donc merci déjà, donc je le redis, merci Amadi d'être venu. Et donc ce que je te propose, c'est qu'on va tout de suite commencer avec la première question.
Donc, Amadi, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Euh, moi, c'est Amadi Ndiaye, joueur international de basket depuis à peu près 10 ans maintenant, professionnel. Euh, j'ai fait à peu près le tour du monde, de la NBA en Chine, Philippines, Italie, Espagne et consorts. Et maintenant en France, je joue à Pau. Et ouais, à peu près, c'est le global de ce que je fais, quoi. Mais bon, il y a beaucoup d'autres choses pour qui je suis. Mais général basket, c'est ça. D'accord. Ouais, Ouais. c'est une petite présentation. Très courte, petit. J'essaie de faire le plus court parce que je parle beaucoup, donc j'essaie. pas de souci, tu peux t'exprimer, mais c'est vrai, c'est clair, c'est simple, donc c'est impeccable. Donc justement, comme tu le disais, cette année, tu es à Pau. Mhm. Tu vas à Pau après Boulazac. Ouais. Donc la deuxième question, c'est, tu viens d'arriver à Pau. Quelles sont tes impressions sur ce club et ton arrivée là-bas? Honnêtement, c'est ce que je m'attendais depuis que je suis arrivé en France. Je m'attendais à être dans une équipe comme celle-ci. Vraiment, je me sens très bien. J'ai été super bien accueilli depuis mon premier jour. Quand ils m'ont recruté pour venir prendre, j'étais en pige médicale pour Nicolas Dejong. Et depuis mon arrivée dans l'équipe, vraiment, il n'y a rien à dire. Ça a été super, quoi. Bon, les dernières semaines ont été un peu compliquées, mais honnêtement, au général, avec mon expérience, je me sens très bien dans cette équipe et tout est super pour moi. J'aime bien. D'accord. Oui, c'est vrai Ouais. que en plus c'était un peu compliqué parce que tu as été à Boulazac, après hop, tu es directement reparti à l'élan, donc tant mieux si tu as eu un accueil comme il fallait. Même ton passage à Boulazac qui était très très court, ça a été quand même. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est avec le Covid, j'ai quitté Gravelines pour aller à Périgueux parce que j'ai ma sœur qui est là-bas et j'ai pas pu rentrer aux États-Unis depuis l'année dernière. Donc, je suis resté ici et quand j'ai quitté Gravelines, j'étais en train d'entraîner ma nièce à Périgueux. Et en l'entraînant dans les cities où tout le monde est là, d'habitude, je vois que la plupart des gens ont remarqué que j'étais là. Ils avaient besoin d'un pivot. Et donc, c'est là que j'ai été recruté par Boulazac pour quelques semaines, encore pige médicale pour Moufiarou. Mais j'étais vraiment là-bas pour la famille et passer du temps finalement avec la carrière que j'ai eue. J'ai jamais eu le temps de passer du temps avec ma famille. Donc, c'était la raison. Et tout juste après avoir quitté Boulazac, j'ai reçu l'appel de Pau et je suis venu ici immédiatement, tout juste en pige médicale. Et maintenant, j'ai le contrat pour le reste de l'année. D'accord. Ouais. Bon, justement, c'est ce que j'allais dire. Là, t'es à l'élan jusqu'à la fin de la saison, donc c'est plutôt bien pour toi. Ouais. Donc, troisième question. Donc, l'année passée, tu es passé par Gravelines. Mhm. Donc, quel souvenir gardes-tu de ce passage dans le Nord? C'était compliqué. Déjà, c'était ma première année en France, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre du championnat, des équipes et tout. Je connaissais pas trop la différence entre le Nord et le Sud, et comme les Français me le disent du matin au soir, il y a vraiment une différence entre les gens et le consort. Mais je dirais que j'ai été très bien accueilli à Gravelines. Ils ont de super fans. Malheureusement, j'ai toujours pas eu la chance J'ai eu un match ici où j'ai pu rencontrer quelques fans, mais à Gravelines, c'était vraiment bon. C'était une folie un peu durant les matchs. Malheureusement, on n'a pas eu une très bonne saison l'année dernière. Et ça m'avait très déçu. Je voulais pas laisser cette marque en France pour moi, quoi. Et donc là, cette année, j'espère que les choses vont changer et que Covid ne va pas tout nous foutre en l'air, comme ça a fait l'année dernière. Mais j'ai eu de très bons moments l'année dernière à Gravelines dont je me souviens.
inclut le match de Carnival et consorts que je savais même pas qu'est-ce que c'était, mais c'était vraiment, c'est une ambiance incroyable au nord que je m'imaginais pas quoi. Et donc je me suis bien amusé avec au nord un peu, même si j'étais bloqué à Gravelines tout seul pendant 3 mois et qui n'a pas été trop fun. Mais du coup, ouais, je me plains pas trop. Les fans étaient super là-bas et c'est tout ce qui compte pour moi en fait. Tant que je joue, je suis en bonne santé et que les fans m'aiment bien, moi, je me donne à fond. D'accord. Et justement, pour en reparler à Gravelines, avec qui tu as eu le plus de feeling dans l'équipe à Gravelines l'année dernière? Le plus de feelings, c'est un peu compliqué. Je m'entendais vraiment très bien avec tout le monde. Oui. J'étais très proche spirituellement avec Trey Lewis. On se comprenait très bien avec Eric McRae aussi. Mais généralement, c'est comme ça que je suis en équipe. J'ai pas trop de préférés dans une équipe. J'essaie d'être l'équilibre quand je vais quelque part parce que j'ai à peu près grandi, disons, pas grandi, mais j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. J'ai fait la NBA et tout, et je parle français. Donc, d'habitude, quand je suis dans une équipe, n'importe où, j'essaie d'être le milieu entre les Américains et les locaux, pour ne pas être trop dispersé et qu'on sort. Et donc, pour moi, vraiment, j'ai adoré tous les Français qui étaient là-bas, Alain Kofi, Jean-Michel, Mipoka et consorts et Ben, Benjamin surtout. On s'amusait bien quoi, donc je peux pas trop dire avec qui j'étais vraiment le plus proche, mais spirituellement j'étais très très proche de Trey Lewis parce qu'il est jeune et il demandait beaucoup de conseils, il appelait tout le temps pour discuter et donc à cause de ça on a été vraiment proches, mais sinon à part ça vraiment sur le terrain c'était une équipe pour moi quoi. C'est vrai que c'est important d'avoir un peu un feeling avec tout le monde, donc c'est bien d'avoir de pas s'enfermer par exemple avec les Américains ensemble, les étrangers ensemble, les Français ensemble. J'ai eu l'expérience avant où j'ai vu la différence quand les locaux, parce que j'ai fait l'Italie aussi et l'Espagne et tout, et donc tu peux voir que de temps en temps, quand les locaux ont des problèmes avec des Américains ou les Américains ont des problèmes avec des locaux, il n'y a pas vraiment le gars au milieu qui essaie de régler les affaires ou discuter avec tout le monde. Donc, j'ai jamais aimé ce sentiment de cette séparation d'équipe et consorts. Et je fais toujours mon mieux pour avoir une bonne balance entre les deux et être le gars que tout le monde peut venir voir à n'importe quel moment et discuter de n'importe quoi. D'accord. C'est vrai que tu as passé une bonne saison à Gravelines et donc on va passer tout de suite à la prochaine question. Yep. Donc, quelles sont tes passions à part le basket dans ta vie? Passion numéro 1, vraiment, c'est développer la jeunesse africaine. C'est un truc qui m'est toujours été à cœur. C'était une chance pour moi d'avoir trouvé le basket ou d'avoir été introduit au basket par Babacar Sy qui m'a trouvé au Sénégal et consorts. Et il m'a donné une opportunité avec sa fondation. Et donc, dès que j'ai eu la chance, j'ai pris un peu le même rôle et c'est ce que j'aime le plus, c'est de faire les choses dans l'ombre, aider la plupart des jeunes avoir soit des opportunités en dehors de l'Afrique en général. On a plusieurs jeunes qui ont pu avoir des bourses ou qui jouent en professionnel et consorts. Et ça, c'est vraiment la chose qui me fait marcher du matin au soir. Pouvoir inspirer la jeunesse et qu'ils sachent qu'il y a plusieurs opportunités au monde. Ça, c'est vraiment mon numéro 1. Sinon, vraiment, je dirais pas, je sais pas si ça compte en passion, mais bon, j'aime bien vivre le plus possible, mais vraiment pas les trucs matériels ni
les choses d'argent et qu'on sort, mais vraiment vivre la vie du matin au soir, quoi. J'aime la nature. C'est trop important pour moi. J'ai grandi dans un village au Sénégal et c'est ce qui m'a toujours apporté de la joie. C'est de voir la nature, d'être dans la nature et de pouvoir être connecté à la nature autour de moi et tout. Et donc ça c'est ce genre de je suis ce genre d'individuel, quoi. Je suis pas trop matérialiste ni je sors pas, je fais rien des trucs, j'aime juste être tranquille et vivre une vie paisible, quoi. Mhm. Ouais. C'est tout à ton honneur, surtout ta cause pour les jeunes, c'est vraiment sympa. Ouais, j'ai un peu dépassé la phase de jeux vidéo et tout, donc ça, je sais même plus comment attraper les manettes et tout. Je suis tellement nul que ça m'énerve maintenant. Je vois les jeunes, je suis purée. Je croyais que j'étais bon avant dans cette affaire, mais maintenant c'est nul. Bon, alors on va passer tout de suite à la prochaine question. Ouais. Donc une question un peu plus longue, comme tu as dit que t'aimes bien parler. Quand as-tu commencé le basket et quel est ton parcours pour arriver ici aujourd'hui en France? Le parcours, tu sais que c'est ma 20e équipe professionnelle, donc le parcours, il va être vraiment long. Bah, Alors. je peux vraiment reste sur comment tu as commencé le basket et puis Ouais. qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Honnêtement, c'est l'expression. J'étais pas trop bavard quand j'étais au Sénégal. J'avais pas trop d'amis, disons, avec qui je discutais tout le temps et qu'on sort comme les jeunes font. Comme je le dis, je suis d'un petit village au Sénégal. Et donc, quand j'ai découvert le basket, pour moi, c'était un moyen de m'exprimer. C'était pour la première fois que je peux crier et parler à un coéquipier, essayer de l'aider et qu'on sort, et c'était productif. Et pour moi, c'était de l'énergie que j'avais à l'intérieur que je savais pas où le mettre parce que je faisais pas trop de sport avant. Et donc, c'était la première raison pour laquelle j'ai commencé le basket. J'avais besoin de bouger un peu et d'apprendre à m'exprimer. Et c'est une des choses. Et ce qui m'a poussé à aller un peu plus loin, c'est quand j'ai rencontré, comme je l'ai dit tout à l'heure, Babacar Sy, qui était qui est avec la fondation Giving Back, qui m'a dit voilà, il m'a dit un truc qui était très clair. Il y avait une possibilité d'avoir une bourse et d'aller aux États-Unis et de faire mes études aux États-Unis. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis mis dans le basket. C'est là que tu t'es dit, faut que j'y aille à fond, quoi. Ouais, pas l'affaire d'aller aux États-Unis, mais la bourse. Mes parents étaient très stricts quand ça venait des études, quand on parle des études. Et pour moi, je savais très bien que avoir un diplôme des États-Unis pourrait m'aider à avoir un boulot n'importe où et travailler, faire n'importe quoi. Mais il y avait beaucoup plus de valeur à aller étudier aux États-Unis et revenir au Sénégal ou n'importe où que d'essayer d'étudier au Sénégal et d'être un gars dans un bureau, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours tenu à cœur quand j'ai quitté parce que c'est très difficile de garder le focus. Ce truc, on dit, tu vas aux États-Unis et puis tu as, disons, t'as toutes les opportunités au monde, mais bon, c'est facile d'aller à gauche et de faire du n'importe quoi. Mais sachant que je voulais juste vraiment avoir mon diplôme, premier m'a poussé à rester à l'université, déjà arriver à aller à l'université, rester 4 ans à l'université pour avoir ce diplôme. Et puis après, je me suis occupé du basket, 10 ans. Mais entre-temps, je faisais tout ce que je pouvais pour me développer parce que j'ai commencé à 16 ans quand même. J'ai commencé le basket à 16 ans. Voilà. Et donc, c'est retard. Ouais. c'est très en retard. Et j'ai appris très rapidement parce qu'après ma première année aux États-Unis, tu te rends compte que là-bas, les gars, ils sont nés avec un ballon de basket en main. Là-bas, c'est tout petit et. Exactement. Mais pour moi, c'est un challenge. Je me mets toujours un challenge où je me disais,
quand j'étais très jeune. Et jusqu'à présent, de temps en temps, ça m'arrive. Je me disais toujours qu'il y a un gars imaginaire à côté de moi qui habite pas loin, mais qui se lève très tôt le matin, qui va s'entraîner et qui fait du tout pour être mieux que moi et qu'on sort. Et ça me poussait tous les jours à aller à fond, à fond. Peut-être qu'il a existé, peut-être qu'il n'a pas existé, j'ai aucune idée. Mais C'est une sorte de motivation. c'est une motivation complète qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Hein. Mais ouais, ça n'a pas été facile du tout, surtout mes premières années c'est comment on appelle ça, lycée. Ouais, au lycée. Mes 2 dernières années de lycée aux États-Unis ont été très compliquées un peu. Mais quand j'ai reçu ma bourse pour aller à l'université, j'ai tenu le coup, fait ce que j'avais à faire. La draft on n'était pas très connu comme école pendant que j'étais là à Rutgers University. Ils m'ont donné toutes les opportunités dont j'avais besoin et tout, qui m'a aidé. Mais quand même, c'était pas facile. Et je savais que les chances d'être drafté même étaient très petites. Mais ça n'a pas arrêté l'affaire. Donc de là, ça va en NBA. Bon, Ouais, NBA, ouais. tous les clubs qu'on connaît, quoi. Voilà, ça continue et j'ai l'impression que je suis toujours dans ma vingtaine, alors que c'est plus ça, quoi. Ça passe vite. Ça passe trop vite. Oh, waouh. Bah, du coup, c'est vrai que c'est un beau parcours. Du coup, je te propose, c'est avec la prochaine question, justement en lien avec ça. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage en NBA? Quelle leçon as-tu appris en étant là-bas? Waouh. Où est-ce que je peux commencer alors? Disons. D'abord, je dirais, la leçon numéro 1, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de politique en NBA. Il y a beaucoup de choses que tu n'as aucun contrôle dessus. Il y a rien que tu puisses faire de l'affaire. Et le numéro de ta draft vraiment reste avec toi. Il y a pas beaucoup de Isaiah Thomas qui sont draftés derniers qui se font un nom aussi grand que ça. Tu vois, et donc ça, c'est une chose que j'ai appris très rapidement. Quand tu regardes en 2010 la draft deuxième round, je crois que quand on est arrivé en janvier, la plupart des gens étaient déjà partis des équipes. Et donc, c'était une motivation pour moi. C'est ce genre de choses-là que je gardais toujours. Je regarde ces petits détails où je me dis, OK, j'avais déjà pas vraiment l'opportunité d'arriver en NBA, j'y suis arrivé. Puis, le jour de la draft même, on m'a appelé pour me dire de ne pas venir en training camp et d'aller overseas pour quelques années. Ils vont me rappeler et tout. Et je me souviens de ma réaction en disant je peux pas faire ça parce que je viens déjà de l'autre côté des eaux là. Je compte pas y retourner. Et je me souviens regardant mon agent et tout qui me fait t'as vraiment dit ça au téléphone? Je dis ouais, je lui ai dit directement. Je vais venir et je vais jouer, je vais faire ce que j'ai à faire. Si vous voulez plus de moi, c'est pas problème. Mais au moins je suis venu et j'ai appris. Parce que mon but n'était pas vraiment de jouer autant en NBA, sachant que j'ai été drafté par Washington Wizards numéro 56 et on avait déjà 5 rookies dans l'équipe. Donc, et c'était déjà la plus mauvaise équipe, je crois, de la East. Il y avait le problème de Gilbert Arenas qui était passé l'année d'avant. Il y avait vraiment plein de choses qui venaient d'arriver. Je suis arrivé avec John Wall. J'ai vu ça. Voilà. Donc, le temps de jeu n'était pas là. J'ai juste utilisé mon temps, mes 2 premières années en NBA pour me développer, tout en sachant encore que j'ai commencé à 16 ans. Donc, j'avais beaucoup de choses que je devais apprendre, que j'ai pas pu faire à l'université et tout. Et ça, c'est ce que j'ai pris de la NBA. C'est de pouvoir disons, je sais pas si c'est bon en français, quand je dis focaliser sur mon développement personnel, c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment, c'est tout ce que je voulais faire à fond, tout en sachant qu'à un certain moment, j'allais quitter. Et que peut-être que l'opportunité n'allait pas venir et qu'on sort, mais que je ferai le tour du monde parce que ça a toujours été mon rêve aussi. Mon père a beaucoup voyagé quand j'étais jeune et tout, et donc aller voir le monde pour ce que c'est comme je vous l'ai dit au début de l'interview,
J'adore la nature, j'adore voir les choses pour ce que c'est et apprendre pour moi-même. C'est pas la télé qui va m'apprendre un truc ou je peux lire tous les livres du monde, mais à la fin, tant que je l'ai pas fait l'expérience moi-même, je serai pas satisfait. Et donc c'est cette partie-là. Donc quand j'étais en NBA, je me suis développé personnellement sur le terrain et en dehors du terrain en plus. Voilà, c'est ce que je peux prendre de mon expérience D'accord. NBA. D'accord. Bah, du coup, on va enchaîner avec une autre question. Si tu n'avais Mhm. pas été joueur de basket, tu aurais fait quoi? Waouh. Un Ouch. métier comme ça, tu penses, pas fait ça. Waouh, si j'avais pas été joueur de basket, j'aurais été soit journaliste dans les coins du monde où je peux voir, mais ouais, c'est ce que j'ai étudié. Euh, les médias, journalistes, caméra, tout ce qui est dans les médias. D'accord. Ce serait Ça t'intéresse. c'est sûr, ce serait mon truc. J'adore raconter des histoires, j'adore écrire et faire les gens découvrir ce que moi j'ai appris. Donc, ça aurait été un truc dans les médias. D'accord. C'est Ouais. intéressant. Du coup, avant-dernière question. Si tu devais Mhm. choisir une équipe pour finir ta carrière, ce serait laquelle? N'importe quelle équipe, t'as le droit, t'as le choix. C'est Oh, difficile. ouais, ouais, vraiment. Là, c'est pas un truc que je peux dire que j'y ai réfléchi avant. Ouais. J'ai j'ai vraiment pas d'équipe préférée. Mais j'en ai pas. Je dis toujours, souvent on me pose la question de savoir, ah, c'est quoi ta meilleure joueuse, ton équipe préférée en NBA? Bah, ma réponse est toujours celle qui me paye. Euh, parce que si je suis pas dedans, bon, Ouais. j'ai pas trop d'intérêt avec. Je regarde pas trop les autres. Tout ce que je fais, c'est pour me développer personnellement et essayer de développer les gens autour. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt d'être fan de quelque chose qui ne me rapporte rien. D'accord. Du coup, Ouais, bah, dernière question. Quelles vas-y. sont tes ambitions dans les années qui arrivent? Rapidement, Ok. qu'est-ce que tu veux? Là, Rester en France, je pense. j'aimerais bien gagner un championnat en Europe. Ouais. C'est un truc que j'aimerais bien finir pour finir en douceur ma carrière. Je crois que je les ai eu un peu partout, mais pas encore en Europe. Et Mhm. après, dans les 6 années à venir, j'aimerais bien avoir développé mes business que j'ai commencé depuis un bon moment et continuer surtout à mener les opportunités aux jeunes avec Giving Back parce que je suis vice-président de Tu Giving m'avais Back. dit, tu Maintenant, m'avais dit, voilà, exactement ce que je fais maintenant, mais en plus fort, quoi, avec plus de d'accord. temps dans les mains pour le faire. Parce que j'ai déjà commencé ce que je voulais faire après, mais là, ça me donnerait beaucoup plus de temps à consacrer à développer les jeunes et les aider à arriver à des niveaux que moi, peut-être je ne serais pas arrivé ou qu'ils soient mieux que moi, qu'ils aient une meilleure expérience que moi j'ai eue. C'est mon but. D'accord. D'accord. Ouais, Ouais. c'est vrai que c'est une belle cause et puis j'espère que tu vas réussir un maximum. Du coup, bah Merci. voilà, les questions sont finies et je te propose du coup un petit jeu. Du coup, Ok. c'est parti pour Quel dunk! Quel dunk incroyable! Du coup, alors le face à face, du coup, c'est très simple. Donc, je vais te Mhm. proposer deux choix Ok. et c'est très très rapide. Donc, il faut que tu en choisisses un D'accord. très rapidement Ok. au tac au tac. Et tu as droit à un joker. Ok. Ok? Donc, Deal. allez, c'est parti. T'es prêt? C'est parti. Dakar ou Simi Valley? D'accord. Dunk Dunk ou? ou contre? Ah, contre. Finir ta carrière en France ou finir ta carrière en NBA? Ouh, ouh. Ouch. Ouch. France. Gagner la Coupe du Monde FIBA avec le Sénégal en tant que joueur ou gagner la Coupe du Monde FIBA avec le Sénégal en tant qu'entraîneur? Joueur. D'accord. Malheureusement. Champion, cette année, champion ou MVP? Champion.
Adidas ou Jordan? Jordan. En joueur, Jordan ou LeBron? Joker. NBA? Ah, tu l'as plus après. NBA ou Euroleague? Euroleague. Twitter ou Instagram? Instagram. Série ou film? Syrie. Vacances aux USA ou vacances au Sénégal? Sénégal. Alors, nourriture des US ou nourriture de chez toi au Sénégal? Tu connais la réponse à celle-là. Sénégal, c'est sûr. Et pour finir, pour être dans le thème, dernière petite question pour être dans le thème, on est dans le thème. Nouvel an Ouais. en famille ou nouvel an entre amis, la fête? Famille. Bon, voilà, c'était Famille sûr. à fond. Je m'en doutais. Ah Je m'en ouais. doutais avec les questions que tu avais répondu avant. C'était sûr Ouais. que tu allais répondre en famille. C'est Donc sûr. voilà, bah, bien joué, Amadi. Donc, Malheureusement, je vais passer le nouvel an cette année tout seul. Donc, c'est vrai que c'est pas très, c'est pas très bien. ouais, Du coup, voilà, mais bien c'est joué, pas Amadi. grave. Donc, t'as utilisé ton joker quand même. Ah ouais, non, celle-là, c'est tellement, ça crée tellement d'arguments. Ça crée trop d'arguments. Jordan et LeBron, l'un est le meilleur des. Oula. On t'entend plus, Amadi. Allô? Ah, je crois qu'on. Allô. Ah ouais, on t'entendait plus, c'est bon. Ouais. Ah, du coup, Bien. bah voilà, tu disais Joker, tu l'as très très bien utilisé. Ouais, celle-là est beaucoup trop. Le meilleur joueur de mon temps ou le meilleur joueur de tous les temps, c'est un peu compliqué celle-là. Bon, bah voilà, voilà, donc c'est fini. Je te remercie, Amadi, d'avoir été là avec nous ce soir, d'avoir répondu à ces Merci questions. beaucoup les gars, j'apprécie vraiment. C'est vraiment sympa de ta part d'être venu et puis d'avoir accordé ton temps, surtout en ce début de soirée. Donc merci à toi, et puis bah, j'espère, pourquoi pas, te faire revenir dans les prochaines émissions, dans les années à suivre. Il y aura pas de problème. Donc voilà, donc merci Amadi, et puis bah, on te souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine, bonne continuation. Bonne année à vous tous. Merci Bonne à année. toi aussi également. Bonne soirée. Merci, bonne année. Allez, ciao. 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 Donc voilà, donc l'équipe c'est terminé. Donc voilà, j'espère. Très bonne émission, super. Yes, comme d'habitude. D'accord, bon bah Yes, tant mieux, c'était top. j'espère que ça vous a plu sur Twitch et donc normalement en rediffusion sur YouTube. Donc normalement on verra à la fin du live quand on va couper, mais normalement on croise les doigts, normalement ça devrait le faire. Donc bonjour à vous aussi sur YouTube. Donc merci d'avoir regardé la rediff jusqu'au bout. Donc merci Flavien, merci Colin et merci Étienne pour ta première. Merci. Merci à toi aussi, hein. C'était super. Merci, c'est super gentil de votre part. Donc, on vous prépare beaucoup de surprises pour 2021. Et puis, voilà, donc, on sera toujours là en 2021. On vous prépare beaucoup de surprises. Donc, passez de bonnes fêtes. Et on se retrouve très prochainement, donc en 2021. Bonne fête à tous. Allez, ciao. Ciao. Salut. Bonne année, plein de bisous.